Cet iceberg, c'est la pire vidéo qu'on ait jamais écrite. Dans les histoires qu'on s'apprête à vous raconter, il y a parmi les pires vices de l'humanité, et on a parfois sincèrement eu du mal à trouver les mots, tellement certains sujets nous ont marqués. Si vous êtes très sensible, ne regardez pas cette vidéo. Surtout la fin, c'est vraiment pas fait pour vous. Même si on va flouter toutes les images violentes, la descente dans cet épisode va vraiment être progressive, jusqu'à atteindre les bas-fonds où il va falloir vraiment s'accrocher. Maintenant que c'est dit, venez avec nous, on vous emmène dans l'iceberg des films les plus dérangeants. Ambiancé, c'est un film vraiment très particulier. Les amis, on commence fort, parce que ce n'est pas juste un film chelou, non, c'est un peu une expérience pensée pour te perdre, voire t'hypnotiser. Annoncé pour 2020 par un artiste suédois nommé Anders Weberg, Ambiancé, ça s'inscrit dans le genre de film expérimental. Jusque-là, pourquoi pas, mais le vrai délire, c'est sa durée. 720 heures. Oui, vous avez bien entendu, on parle d'un film dont la durée totale est de 30 jours non-stop, et cette expérience est complètement décousue. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Le film n'a aucun chapitre, c'est un genre de flow continu. On y voit principalement deux silhouettes. Les deux seuls acteurs d'ailleurs, qui errent dans un paysage côtier suédois pendant des heures. En fait, c'est presque filmé comme si c'était un rêve. Il n'y a pas de dialogue, très peu de son. Et de ce qu'on a compris sur internet, ça évoquerait les thèmes de la vie, de la mort, du pouvoir, de l'amour, etc. Et en fait, ce serait un hommage au fils du réalisateur qui serait décédé d'une overdose. Et le plus étrange, c'est que le film, il sera jamais projeté. De base, il était programmé pour être projeté une seule et unique fois au cinéma, mais il ne verra jamais le jour. Et Anders aurait aujourd'hui complètement supprimé la seule copie existante du film, ce qui, selon lui, en fait le plus long film réalisé qui n'existe pas. En fait, en y réfléchissant, je crois que le gars voulait littéralement créer un Lost Media. Bref, impossible de trouver le film en entier, mais ne vous en faites pas, vous pouvez toujours regarder la première bande d'annonce qui dure 72 minutes et qui est sortie en 2014, ou encore celle de 2016 qui dure plus de 7 heures. Au moment où c'est sorti, Ambiancé a vraiment enflammé internet. Les internautes qui ont vu les premiers visuels ont tout de suite été dérangés par la direction artistique. En fait, on entendait énormément de rumeurs sur le vrai sujet du film, qui serait en fait un hommage satanique. Et il faut le dire, ça fait quand même un peu penser à un film d'horreur. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été en majorité démenti, et le projet est un peu un gigaflop, on peut le dire. Bref, n'hésitez pas à nous dire si vous auriez été prêt à passer 720 heures devant un film aussi chelou. Ce film, vous ne le connaissez pas. La raison, elle est simple. Ouais, voilà. Et pourtant, il a signé la fin de carrière d'un réalisateur culte qui a littéralement pété un câble. Et quand on vous dit qu'il avait de l'avenir, ce réalisateur, c'est réel. Quelques années avant, il réalise les cultissimes Pièges de cristal et Une journée en enfer. Mais c'est un peu après tout ça, en 2002, que John se met en tête de réaliser un nouveau projet, Rollerball. Et en fait, le cœur du problème, c'est que lui et son producteur Charles Roven ne sont pas du tout d'accord sur la direction que doit prendre le film. John, lui, il va en faire une critique sociale, alors que Charles, il préfère voir de l'action brute, épaisse et pas trop réfléchie. En plus de ça, il y a des problèmes de calendrier, de budget, bref, la tension monte sur le tournage et les deux ne peuvent plus se saquer. Et ça va avoir des conséquences assez terribles parce qu'un jour, un incendie criminel se déclenche. Les décors sont ravagés, mais heureusement, ils arrivent à sauver ce qu'ils peuvent. La police fait sa petite enquête, et apparemment ce serait quelqu'un de l'équipe qui a déclenché cet incendie, mais c'est impossible de savoir qui. Et c'est là que John commence tout simplement à devenir parano. Vraiment, il a l'impression que Charles, le producteur, est en train d'essayer de saboter le tournage. D'ailleurs, pour le réalisateur, il n'y a absolument pas de question, c'est lui qui a déclenché l'incendie. Le truc, c'est que John est prêt à tout pour finir son film. Il se met donc à avoir un comportement hyper étrange, il surveille tout le monde sur le plateau. Il décide même d'engager Anthony Pellicano, un détective privé pour qu'il mette Charles sur écoute. Illégalement bien sûr, et en plus de ça, pour qu'il le surveille. L'objectif, c'est de le prendre la main dans le sac en train d'établir un plan pour ruiner le tournage ou en train d'insulter des membres de l'équipe. Sauf que malheureusement, rien. Le détective suit le producteur jusqu'à chez lui, écoute toutes ses conversations téléphoniques, mais il n'y a rien de compromettant. Le temps passe,
Rollerball finit par sortir, et c'est un désastre critique et commercial. Vraiment, personne n'aime le film, y compris son réalisateur John. Le truc, c'est que ça ne s'arrête bien entendu pas là. Parce que le détective privé qui a travaillé pour le réalisateur se fait très vite arrêter par la police. La liste de ses clients fuite, et donc vous l'imaginez bien, le nom de John McTiernan sort. Le FBI mène son enquête, et même si le réalisateur nie tout en bloc, c'est trop tard pour lui. Il est finalement condamné à 10 mois de prison pour écoute illégale et obstruction à la justice. Le réalisateur qui avait pourtant tout pour réussir arrêtera sa carrière après avoir purgé sa peine. Come and See, c'est pas juste un film de guerre. C'est une descente en enfer, sans pause et sans filtre, à travers les horreurs de 1943. Et surtout, tout est vu à travers les yeux d'un enfant. Le film sort en 85 en URSS, réalisé par L.M. Klimov. Et franchement, même si vous êtes solide, même si vous avez vu les pires trucs sur internet, ce film-là, il vous laisse pas indifférent. On suit Fliora, un gamin biélorusse de 14 ans qui veut rejoindre les troupes armées pour se battre contre les nazis. Au début, il a cette naïveté, cette vision enfantine, où on croit encore que faire la guerre, c'est devenir un héros. Sauf qu'entre deux scènes, cette innocence est complètement déchiquetée, littéralement. Ce que le gosse va vivre, c'est pas de l'action, c'est pas du patriotisme, mais plutôt la fin de l'humanité. Le film est tourné en plan long, très réaliste et quasi documentaire. On n'a pas de musique hollywoodienne, mais juste des cris et un gosse qui se transforme lentement, sous nos yeux, en une sorte de coquille vide. À la fin du film, il a pris genre 30 ans. Sans maquillage, sans effet spécial, mais juste avec son visage, déformé par le choc de tout ce qu'il a vu. Et le pire, c'est que ce n'est pas du tout exagéré. En fait, ce qu'il a vu et l'impact que ça a eu sur lui, c'est basé sur des faits réels. On voit des villages entiers brûlés vifs, des familles massacrées, des enfants abattus. Bref, le réalisateur a tout fait pour rendre le tournage aussi brut que possible, et l'acteur principal a tourné avec des vraies balles autour de lui. À certains moments, il pleurait pour de vrai, il hurlait pour de vrai, parce qu'il pensait pouvoir mourir à chaque prise. D'ailleurs, sur le plateau, il y avait des psychologues et des hypnologues dédiés pour éviter les troubles mentaux, pour vous dire. Ce film, c'est presque un traumatisme filmé en direct. Pourtant, Come and See, c'est pas un film gore, c'est plutôt un gros message anti-guerre, qui aura énormément de succès d'ailleurs. Une fois que tu l'as vu, tu vois bien que la guerre, c'est jamais aussi glorieux qu'on essaye de nous le dépeindre. Ce film, il raconte l'histoire d'un enfant adopté par un couple qui se révèle être l'Antéchrist. Rien que ça. Voilà, dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà vu, parce qu'en vrai, il est quand même très culte. Mais si je vous en parle maintenant, c'est parce que derrière la caméra, il s'est passé des événements vraiment troublants. Vous allez voir qu'au début, ça ne semble être que des coïncidences, mais plus je vais continuer de lister, plus vous allez vous dire que c'est étrange. Et on commence avant même le premier jour de tournage. Gregory Peck, l'acteur principal, vient de perdre son fils, qui s'est malheureusement lui-même ôté la vie avec une arme à feu. La tragédie est bien entendu énorme, mais malgré tout, l'acteur accepte le rôle. Il prend donc l'avion, et là les turbulences sont énormes. La légende dit même qu'ils se sont fait frapper par la foudre, même si ça en vérité ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Bref, on continue quelques jours plus tard, le scénariste puis le producteur sur 2 vols séparés sont eux aussi touchés par la foudre et subissent des turbulences assez astronomiques. Oui, je vous entends, vous me dites que c'est rien. Le problème, c'est que ces turbulences sont presque prémonitoires. Quelques jours plus tard, l'équipe doit embarquer dans un jet privé. Pour des raisons X ou Y, les plans changent et l'avion est affecté à un autre client. Malheureusement, il percute des oiseaux juste après le décollage, forçant le pilote à atterrir d'urgence. Il n'y arrivera pas et finira par s'écraser sur une route, tuant tout le monde à bord, ainsi que les 6 passagers d'une voiture qui passait par là. Parmi eux, la femme et les enfants du pilote. Allez, on continue. Pendant le tournage, le réalisateur manque de se faire tuer dans un attentat. En fait, c'est l'hôtel dans lequel il a séjourné qui en a été victime, et heureusement, lui n'était plus dedans. Continuons la liste. Dans une scène tournée dans un zoo, des babouins sont censés encercler la voiture de l'héroïne, sauf que les singes deviennent fous furieux et attaquent réellement le véhicule. Donc en fait, quand on les voit crier dans le film, ils ne jouent pas. Apparemment, le lendemain de cette scène, le gardien du zoo s'est fait tuer par un lion ou par un tigre. Ça dépend un peu des sources.
Ok, vous n'êtes pas prêts pour cette anecdote qui est vraiment flippante. John Richardson, responsable des effets spéciaux du film, travaille dans une scène de décapitation. Bref, quelques mois après la sortie, Richardson part sur un autre tournage avec sa compagne Liz Moore aux Pays-Bas. Là-bas, ils ont un terrible accident de voiture. Lui survit, mais pas sa partenaire qui s'est faite décapiter par un pneu lors de l'accident. Ça s'est produit le vendredi 13 août 1976, alors qu'ils sont à 66,6 km de la ville la plus proche. Je vous ai parlé des événements les plus impactants, mais il y en a encore plein qui alimentent cette théorie folle. Ce film, qui s'appelle La Malédiction, serait véritablement maudit. Quand on lit les avis de The Strange Things About the Johnsons, on voit toujours les mêmes mots ressortir. Dégoûtant, horrible, insoutenable, malsain, et franchement j'en passe beaucoup. Pourtant, ce court-métrage réalisé en 2011 ne dure que 29 minutes, mais croyez-moi c'est largement assez, et tout commence dans une chambre banale. Un adolescent est surpris par son père dans un moment d'intimité, jusqu'ici rien de choquant si ce n'est une gêne classique, normale, mais très vite, et je vous préviens c'est immonde, on comprend que ce que le garçon regardait, c'était en fait une photo de son propre père, et à partir de là, sans prévenir, tout le film bascule. En fait, ce que le court-métrage met en scène, c'est une relation familiale totalement inversée, où c'est l'enfant qui garde une emprise malsaine sur son père. On ne nous explique pas exactement comment c'est arrivé, on a juste des scènes du quotidien, où les regards, les petits gestes et les silences, ça en dit vraiment long. Pendant tout le long du film, le fils abuse de son père, dans tous les sens du terme, et c'est vraiment très difficile à regarder, même si rien n'est explicitement montré, ou presque. Ce dernier fait tout pour garder la face devant les autres et rester digne dans un climat où depuis l'extérieur, on dirait une famille vraiment parfaite. Mais le père vit dans la terreur, visiblement enfermé dans une vie qu'il ne contrôle plus, et il écrit en cachette une sorte de confession sur toute son histoire et ce qu'il se passe à la maison, mais son fils finit par le découvrir. Et le plus choquant, c'est vraiment la manière dont les situations sont présentées, avec calme, presque avec douceur même. Les repas se font dans le silence, les échanges restent polis, et la mère est au courant de tout, mais détourne les yeux. Bref, The Strange Things About the Johnsons, c'est pas un film sur un sujet précis. C'est un court-métrage sur un tabou absolu, celui qu'on ne voit jamais à l'écran, l'inceste inversé entre guillemets. Et si ce film a autant marqué Internet, c'est pas uniquement pour sa réalisation et son jeu d'acteur parfait, mais parce que plein de victimes ont témoigné après l'avoir vu et ont pointé la justesse des événements subis que ce film dénonce. C'est terrible. Il y a énormément de choses à dire sur l'exorciste, mais ce soir, je voudrais me concentrer sur quelqu'un en particulier. Regardez cette scène. On peut y voir un personnage qui s'apprête à faire une radio à Regan, l'enfant possédé du film. Bon, c'est un personnage très secondaire qui joue un technicien, mais croyez-moi, il cache des secrets terribles. Cet homme, c'est Paul Bateson. Dans la vraie vie, il est vraiment technicien en radiologie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il rencontre William Friedkin, le réalisateur du film. Ce que personne ne sait par contre quand le film sort en 1973, c'est que l'acteur qui joue ce personnage va mal tourner. On est en 1979 quand Paul Bateson est reconnu coupable du meurtre du journaliste cinématographique Addison Verrill. Pour ça, il prend 20 ans de prison. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, pendant son incarcération, l'homme se serait vanté d'avoir tué, et pas qu'une fois. Les meurtres dont il parle existent, et ils sont jusque-là non élucidés, donc c'est totalement crédible. Pire, il en aurait même parlé au réalisateur de L'Exorciste lui-même en 2012. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais William est allé lui rendre visite en prison, et c'est là qu'il lui aurait tout avoué. Malheureusement, à part ses aveux non officiels, aucune preuve n'est trouvée pour corroborer ses propos. Il ne sera donc jamais condamné pour ses meurtres, même si pour tout le monde, il n'y a aucun doute, il les a commis. Bon, un peu comme pour le film La Malédiction, l'exorciste a son lot d'anecdotes qui appuient le fait qu'il soit maudit. 2 acteurs du film sont morts peu de temps après le tournage, un incendie inexpliqué a failli ravager les décors du film. Pendant sa projection dans un cinéma situé à Rome, la foudre s'est abattue sur le bâtiment, faisant tomber un crucifix vieux de 400 ans se trouvant dans l'entrée. Bref, si on ajoute tout ça au fait qu'un véritable tueur en série a joué dans le film, il faut avouer que c'est pas rassurant.
Il existe des films qui ne sortent jamais parce qu'ils sont mauvais, abandonnés ou oubliés. Et puis il y a Atuk. Ce film était bel et bien censé sortir, mais en fait, il n'a jamais pu être tourné pour une raison bien plus étrange. Atuk à la base, c'est une comédie satirique. C'est en fait l'adaptation d'un roman canadien publié dans les années 60, et l'histoire est plutôt simple. Un chasseur inuit est propulsé dans la vie urbaine américaine, à New York, et il va découvrir tout le choc des cultures. Rien de très polémique en apparence, on est d'accord? Et pourtant les amis, ce script est devenu l'une des histoires les plus troublantes d'Hollywood à cause d'un détail. En fait, chaque acteur pressenti pour le rôle principal décède peu de temps après l'avoir accepté. Et toute cette malédiction commence avec John Bellucci. En 1982, il lit le scénario, adore et accepte le rôle, et puis meurt quelques semaines plus tard d'une overdose. À l'époque, personne ne fait le lien, évidemment, mais l'histoire se répète. Sam Kinison, un autre comédien engagé pour le rôle, meurt dans un accident de voiture après le début du tournage. Puis c'est John Candy, approché pour reprendre le rôle, qui lui aussi succombe à une crise cardiaque avant même que la production ne commence. Bon, on est d'accord, ça fait déjà beaucoup, mais c'est toujours pas la fin, parce qu'ensuite vient Chris Farley, et même histoire. Il lit le script, accepte, et puis meurt peu de temps après. Et petit détail également troublant, mais son ami Phil Hartman, qui avait été envisagé pour un second rôle, est lui aussi tué peu de temps après la mort de Chris. Franchement, c'est chaud. Au total, c'est 4 à 5 décès prématurés, tous liés à ce même projet sur une période de 20 ans, et toutes ces histoires de mort brutale sont venues renforcer l'idée que ce script porterait une sorte de malédiction. Évidemment, rien n'est moins sûr, parce que tous les acteurs impliqués avaient finalement un peu un mode de vie instable, certains avaient des problèmes de drogue ou de santé, mais le fait que le même rôle, dans le même film, ait été à chaque fois suivi par un décès tragique, a suffi pour que Atuk devienne l'un des films maudits les plus célèbres du milieu. Et depuis la dernière mort, personne n'a osé relancer sérieusement le projet. Sacrée histoire. Antrum, c'est un film d'horreur vraiment particulier. Bon, déjà pour commencer, l'histoire et l'ambiance sont déjà bien glauques. En gros, ça raconte l'histoire d'un homme qui refuse l'idée que son chien décédé brûle maintenant en enfer. Pour y remédier et pour arrêter d'être tourmenté par des visions flippantes, il décide de s'adonner à des rituels étranges liés à Satan. Bon, ok, le film est un petit peu dérangeant, mais c'est surtout les choses qu'il va engendrer qui vont faire de ce film l'un des films les plus meurtriers jamais réalisés. Quand la réalisation du film est terminée, les réalisateurs ont vraiment du mal à le vendre. Ils le proposent à plusieurs festivals, mais tous, sans exception, refusent de le projeter. Et c'est là justement que les problèmes commencent, parce que les 3 directeurs de ces fameux festivals qui ont refusé le film vont tous périr, chacun dans un accident mortel différent. Ok, il faut avouer que c'est assez fou, mais ça, ce n'est que le début. Ok, on est en 1988, quand le film est projeté dans une salle de cinéma à Budapest. Alors que le long métrage est en cours, les spectateurs commencent à sentir de la fumée. Très vite, c'est clair et net, il y a le feu dans la salle. Malheureusement, il se propage à une vitesse folle et tue 56 personnes. Apparemment, l'incendie aurait été causé par des gens présents dans la salle, mais rien n'est confirmé. 5 ans plus tard, en 1993, le film est projeté dans un cinéma californien. Et cette fois, ce n'est pas un spectateur, mais un employé du cinéma qui va faire quelque chose d'affreux. Il mélange les pop-corn avec de la drogue, du LSD. Ce mélange horrible provoque chez les gens des comportements violents et une émeute éclate. Dans la pagaille, une femme enceinte trouve la mort. Et après ça, le film disparaît totalement de la circulation et seule sa réputation reste. Il s'agit d'un film maudit. Il faudra attendre 2018 avant qu'une copie refasse surface. Les bobines sont examinées et vraiment, ils trouvent des choses bizarres. L'équipe découvre des extraits en noir et blanc qui n'ont aucun sens et qui semblent avoir été collés à certains moments random de la bobine. Il y a des sons désorientants, des images subliminales qui montrent des scènes très violentes. Bref, c'est très bizarre. Finalement, l'équipe va réaliser un documentaire sur le film et diffuser le métrage pour la première fois depuis 25 ans. Jusque-là, aucun incident n'a été recensé, mais quand on sait ce qui s'est passé pour les gens qui l'ont vu dans le passé, on se dit que c'est peut-être mieux de ne pas le regarder. Le Magicien d'Oz, sorti en 1939, est l'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma.
C'est un film musical d'aventure avec des décors colorés et des chansons cultes qui a reçu plusieurs Oscars. Mais depuis quelques décennies, notamment depuis la ressortie en VHS dans les années 80, on a une rumeur macabre qui circule. Et cette rumeur, elle concerne une scène précise que beaucoup de gens ont visionné en boucle, image par image, pour y déceler un détail qui ne devrait pas être là. La scène en question se situe après la rencontre avec le bûcheron en fer blanc. Dorothy et ses compagnons reprennent la route dans la forêt et en arrière-plan, entre les arbres, on distingue une forme étrange. Alors ça saute pas aux yeux immédiatement, mais si on regarde bien, on dirait une silhouette pendue qui se balance lentement. Et c'est à partir de là que la légende commence. Selon certains, il s'agirait du corps d'un des figurants, l'un des membres des Munchkins, donc les nains qui jouent les habitants du Pays d'Oz, qui se serait suicidé sur le plateau pendant le tournage. Personne ne l'aurait remarqué à temps et la scène aurait été filmée telle qu'elle, et surtout elle serait restée dans le montage final. On dit que la production a voulu étouffer l'affaire et que le studio n'avait jamais commenté. Et forcément, à une époque où Internet ne permettait pas forcément de vérifier grand-chose, le mythe a grandi. Des VHS ont été analysés image par image et certains voyaient explicitement des jambes bouger. Et élément que je trouve vraiment troublant perso, lors de la réédition en DVD, l'endroit où on voit le nain a été remplacé par un corbeau, laissant la polémique uniquement dans les VHS des années 80. Mais plus tard, le studio a en fait fini par donner un semblant d'explication. Ce qu'on voit en arrière-plan, ce serait un oiseau, un grand échassier loué pour donner plus de vie à la forêt. Selon eux, l'oiseau aurait bougé au mauvais moment, en arrière-plan, donnant l'impression d'une silhouette pendue. Mais c'est quand même étrange comme explication, ça ne colle pas vraiment, on ne dirait pas du tout un oiseau dans la version originale. Et du coup aussi, pourquoi l'avoir remplacé dans les DVD? Surtout qu'on vous passe les détails, mais il y aurait eu plein de polémiques lors de ce tournage. On parle de violence, d'abus sur l'actrice principale du film qui était mineure, de stress général qui aurait d'ailleurs pu causer ce suicide. Bref, plein de choses. Bon alors, erreur de décor ou accident dramatique, bah on n'en sait toujours rien et on attend vos théories en commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Pour un film aussi glauque et horrible que celui-là, on trouve qu'il est quand même assez célèbre. Et oui, on ne pouvait pas passer à côté, parce qu'en termes de fiction, c'est simple, c'est très probablement l'un des films les plus choquants jamais réalisés. Serbian Film, c'est un long métrage qui dépasse toutes les bornes, et qui pourtant continue d'être regardé. Le film sort en 2010, et il est réalisé par Sjan Spasojevic, un Serbe inconnu du grand public. L'histoire sur le papier est déjà glauque. On suit Milos, une ancienne star du porno, aujourd'hui père de famille rangé, mais fauché. Jusqu'au jour où un mystérieux producteur lui propose un dernier contrat généreux, vraiment généreux. Milos accepte, et c'est là qu'il se met à faire des choses horribles. Ce film, il n'est pas juste choquant, il est dérangeant, malsain et ultra violent. Certaines scènes sont tellement extrêmes qu'elles ont été censurées dans des dizaines de pays. En fait, ce que le film montre à l'écran, on l'avait jamais vu dans une fiction de cette ampleur. On y parle de violence sexuelle, de pédophilie, de nécrophilie. Mais on ne fait pas seulement que d'en parler, on le montre. L'une des scènes les plus choquantes, et attention, on vous prévient, c'est horrible, montre le personnage principal un bébé. Voilà, c'est pour que vous compreniez à quel point ça va loin. Le réalisateur, lui, assume complètement. Il dit qu'en fait son film, c'est une métaphore politique, une critique de la société serbe post-guerre qui dénonce la corruption, la perte d'identité et la brutalité d'un État qui broie ses citoyens. Ok, peut-être, mais même avec ce discours, pour beaucoup, ça reste juste un film abominable, fait pour choquer. Moi, personnellement, je vous déconseille de le voir, même pour les plus curieux d'entre vous, parce qu'on n'en ressort pas indemne. Le film le plus dangereux de tous les temps, gros échec commercial, pire idée de film de tous les temps. Ces mots, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on peut lire sur la fiche Wikipédia de Roar, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour cette histoire. À la base, c'est censé être un film familial de comédie, produit par Noel Marshall, qui joue avec sa vraie femme et sa fille d'ailleurs. Bon, et ça parle de quoi? Sorti en 1981, ça raconte l'histoire d'un scientifique américain parti s'installer en Afrique. Dans sa maison, il vit avec sa famille, mais également avec des dizaines de grands félins, donc des lions, des tigres, des panthères, etc. Mais alors, qu'est-ce qui va mal tourner à votre avis?
Sur le papier, ça se veut être positif, un genre de message sur la paix entre les humains et les animaux sauvages, sauf qu'il y a un détail important, tous les animaux du film sont réels. Pas de doublure, pas de CGI évidemment, et pas de cage. Et surtout, et c'est vraiment le pire, les animaux ne sont absolument pas dressés et se baladent librement sur le plateau. Parfois, ils sont même une trentaine dans la même pièce que les acteurs. C'est vraiment giga dangereux. Et toutes ces raisons qui sont amplement suffisantes, c'est bien sûr les causes pour lesquelles le projet va basculer dans quelque chose d'incontrôlable. Presque tous les membres de l'équipe ont été grièvement blessés à un moment ou à un autre, et attention, préparez-vous, voici une liste non exhaustive. Le directeur de la photographie a eu le cuir chevelu littéralement arraché par un lion, il a fallu 120 points de suture pour la recoudre. La femme de Noël, Tippi Hedren, a quant à elle également été mordue à l'arrière de la tête, mais aussi projetée par un éléphant et a fini avec une jambe cassée. Sa fille, alors adolescente et actrice, a aussi été attaquée au visage et a failli perdre un œil et a reçu plus de 50 points de suture. N'en pouvant plus, elle a quitté le tournage pendant plusieurs mois, mais elle est finalement revenue à la demande de son père, Noël. Même les vétérinaires et les soigneurs animaliers sur place ont été complètement dépassés par ce fiasco total. Certains lions se battaient entre eux pendant le tournage, l'équipe technique refusait parfois de venir tellement les conditions étaient dangereuses. Ce film, c'était vraiment n'importe quoi. En vrai, là comme ça peut faire rire, mais ça aurait pu vraiment mal tourner, on n'est pas passé loin d'une mort de très nombreuses fois. Et au final, le film a été tourné pendant 11 ans, aura coûté environ 17 millions de dollars, ce qui est une véritable fortune pour l'époque, alors qu'il en aura rapporté moins de 2 millions à sa sortie. C'est un désastre total. Et c'est quasi impossible de trouver une scène qui n'a pas été interrompue par un animal devenu complètement imprévisible. Aujourd'hui, Roar s'est vu un peu comme un ovni du cinéma, quelque part entre le film expérimental et le documentaire animalier en mode survie. Et c'est peut-être le seul film où la phrase « aucun animal n'a été blessé » est vraie, mais où plus de 70 personnes de l'équipe, elles, l'ont été. En 1956, John Wayne participe au tournage d'un film. Dedans, il y joue le rôle de Gengis Khan. Ok, un peu bizarre le choix du casting, mais on passe. Bon, on vous spoile tout de suite, le film est un échec total. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'en souvient aujourd'hui. Non, en fait, ce qu'on retient, c'est ce que le tournage a provoqué. Le film a été tourné en grande partie dans le désert de l'Utah. Et ils ne se sont pas mis n'importe où. Ils se sont placés à côté du site d'essai nucléaire de Nevada Test Site. Oui, ils ont donc vraiment tourné juste à côté d'un endroit où le gouvernement américain faisait exploser des bombes atomiques. Rien que ça. En 1953, 3 ans avant le tournage, pas moins de 11 essais nucléaires avaient eu lieu sur ce site. Le problème, c'est qu'à l'époque, on s'en fout un peu de tout ça. Le gouvernement assure que c'est sans danger, alors toute l'équipe débarque. Bon, sauf pour les 2-3 cinéphiles du fond, ça ne vous dira sûrement rien, mais il y a des acteurs hyper connus pour l'époque, comme Susan Hayward, Agnès Moorehead, Pedro Armendariz, et bien sûr John Wayne, je pense que vous avez au moins déjà entendu son nom. Le tournage dure plusieurs semaines, des jours et des jours pendant lesquels ils sont exposés à un taux de radioactivité énorme. Pour certaines scènes, ils ramènent même des tonnes de sable à Hollywood pour des reshoots en studio. Personne ne se doute de rien et bien évidemment, personne ne se protège. 15 ans plus tard, les membres de l'équipe technique, les figurants, les acteurs, commencent à tomber malades. Sur les 220 personnes qui ont travaillé sur le tournage, près de 91 développent un cancer et 46 en mourront. John Wayne, lui, sera diagnostiqué d'un cancer de l'estomac en 1964 et décédera en 1979. Susan Hayward, dont on vous a parlé tout à l'heure aussi, d'une tumeur au cerveau. Pedro Armendariz, lui, sautera la vie après avoir appris qu'il était condamné par un cancer. Quand on sait ce que le tournage de ce film a provoqué, ça lui donne vraiment un aspect très glauque. À première vue, The Crow, sorti en 1994, c'est un film sombre, mais presque poétique. C'est l'histoire d'un homme, Eric Draven, assassiné avec sa compagne, qui vient d'entre les morts pour se venger. Mais derrière la tragique histoire du personnage principal, il y a une autre histoire vraie, encore plus triste. Parce que l'acteur principal, c'est Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, et malheureusement, il ne terminera jamais le tournage. Brandon avait 28 ans, et The Crow, ça devait vraiment être un film très important dans sa carrière. Le tournage commence en 1993,
Et les premières semaines, tout se passe à peu près bien, malgré des incidents techniques. Puis arrive le 31 mars 1993. La scène à tourner ce jour-là est simple. Le personnage de Brandon entre dans une pièce, se fait tirer dessus par l'un des membres du gang et s'effondre. Une scène classique. Sauf que bien sûr, l'arme utilisée est censée être une arme factice avec des cartouches à blanc. Mais ce que ne sait pas l'acteur qui doit tirer sur Brandon, c'est que lors d'un précédent tournage, une vraie balle est restée coincée dans le canon de l'arme. L'acteur joue sa scène et tire, et la détonation à blanc dégage suffisamment de force pour tirer la vraie balle toujours présente, et le projectile perfore l'estomac de Brandon qui s'effondre sur place. Au début, tout le monde pense qu'il joue la scène, mais Brandon ne se relève pas. Au début, l'équipe technique pense que c'est une boutade parce que Brandon a cette petite réputation de blagueur, mais quelques instants après, ils réagissent et appellent les secours en urgence. Le jeune homme est transporté d'urgence à l'hôpital, opéré pendant plusieurs heures, mais meurt dans la nuit, les médecins étant incapables de stopper l'hémorragie. Il lui restait que quelques jours de tournage pour boucler le film et était censé se marier juste après. C'est vraiment terrible. Et ce qui est tristement ironique dans cette situation, c'est la nature symbolique de sa mort. Brandon meurt en incarnant un homme assassiné par balle, qui revient ensuite d'entre les morts pour terminer sa mission. Après son décès, le film est terminé à l'aide de doublures et d'effets numériques pour boucler ses scènes restantes. Le film sort l'année suivante, dédié à Brandon et à sa fiancée. Ça deviendra un succès culte, mais aussi l'histoire d'une tragédie gravée dans l'histoire du cinéma. Il s'est passé quelque chose sur le tournage de ce film qui a tout simplement choqué toutes les personnes présentes à ce moment-là. Rust, c'est un western indépendant avec un petit budget et Alec Baldwin en tête d'affiche. Acteur que vous avez peut-être déjà vu passer dans Mission Impossible. Bref, le tournage commence, les scènes s'enchaînent jusqu'au 21 octobre 2021 alors qu'on est au Nouveau-Mexique. Ce jour-là, l'équipe tourne une scène dans une église. Alec Baldwin est censé dégainer une arme, classique pour un western. Il pointe donc son pistolet et là les choses s'enchaînent très vite. Un coup part. Et alors que tout le monde pense qu'il s'agit d'une balle à blanc, ce n'est pas le cas. Une vraie balle sort de l'arme et tue sur le coup la directrice de la photographie, Alina Hutchins. Le réalisateur Joel Souza est aussi blessé, mais lui pour le coup survivra. Vous l'imaginez bien, cet événement a causé un scandale énorme à Hollywood et tout le monde veut le savoir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'acteur affirme qu'il croyait comme tout le monde que l'arme était chargée à blanc, et aussi une chose très importante, il dit qu'il n'a pas appuyé sur la détente. Selon lui, le coup est parti tout seul et il s'agit donc d'une malfonction du pistolet. Une enquête est mise en place et apparemment c'est impossible. Il n'y a qu'un seul moyen de déclencher un tir, c'est en poussant la gâchette. Finalement, les poursuites contre l'acteur sont abandonnées pour un montant qui n'est pas précisé. Et c'est Anna Gutiérrez, la responsable des armes du film, qui a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour avoir mis de vraies balles dans l'arme. Et elle sera finalement condamnée à 18 mois de prison. Après avoir été suspendu, le tournage reprend, même s'il a un goût amer. Philosophy of a Knife, ça fait partie d'une catégorie de films un peu impossible à définir. Sorti en 2008, d'un semi-documentaire russe en noir et blanc qui dure plus de 4 heures et qui raconte l'histoire de l'unité 731. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, l'unité 731, c'est un programme secret japonais mené pendant la Seconde Guerre mondiale où des médecins militaires ont mené des expériences médicales sur des prisonniers vivants. On parle de congélation, de vivisection, d'amputation, d'injection de maladies. Bref, on va pas vous faire toute la liste, mais on parle d'actes insoutenables et d'une atrocité sans nom. Le tout sans anesthésie, bien sûr, et sur des civils et des prisonniers de guerre chinois, coréens, russes, hommes, femmes, comme enfants. L'unité 731, c'est l'un des pires groupes qu'on ait jamais connus et est aujourd'hui reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Et justement, Philosophy of a Knife alterne les témoignages réels, les archives et surtout des reconstitutions longues et extrêmement violentes de ces expériences. Et c'est là que ça devient presque insoutenable. Les scènes sont tournées de manière clinique, lente, sans aucune musique et avec une mise en scène froide et aucune censure. Et le but affiché du réalisateur Andrei Iskanov, c'était de créer un témoignage extrême, une sorte de mémoire choc. Mais en fait, beaucoup y voient un film de gore extrême déguisé. Et le résultat, c'est vraiment un film ultra violent,
et difficilement regardable. Aujourd'hui, il n'est pas interdit, mais il est quasi introuvable légalement, et même dans le monde du cinéma extrême, il est souvent vu comme étant juste trop. Je t'arrête tout de suite, je ne vais pas te parler des Dents de la Mer. Enfin, pas dans le sens que tu crois, mais tu vas très vite comprendre. Pour ça, rendez-vous le 26 juin 1974 dans le Massachusetts. Deux sœurs se baladent dans les dunes quand elles tombent sur quelque chose qu'elles ne pourront jamais oublier. Le cadavre d'une femme décapitée en état de décomposition avancée, gisant à côté de ses vêtements, un jean de la marque Wrangler et un foulard bleu. Vous allez voir, ça a son importance. Pas d'identité, pas de papier, pas d'empreinte utilisable. Les médias l'appellent The Lady of the Dunes parce qu'on n'a aucune idée de qui elle est. Et malgré des dizaines d'enquêtes, 3 exhumations, je ne sais pas combien de portraits robots et une liste interminable de suspects, on n'a à ce moment-là aucune idée de qui elle est, pourquoi elle a été tuée, ni par qui. Pendant presque 50 ans, rien. Son dossier est aux oubliettes et plus personne n'en parle. Mais alors, quel rapport avec les Dents de la Mer ? Vous allez voir, le lien est assez subtil. Tout commence lorsque Joe Hill, auteur et accessoirement fils de Stephen King, regarde le film. Les minutes passent quand d'un coup il met pause à un moment très spécifique lors d'une scène qui se passe à la plage. On peut y voir plein de gens, mais si on regarde bien, on peut voir une femme qui porte un jean de la marque Wrangler et un foulard bleu. Elle a à peu près le même âge, la même carrure et la même coupe de cheveux que le portrait reconstitué de la fameuse Lady of the Dunes. Bon, bien sûr, ça ne suffit pas, alors on vérifie les lieux, les dates, et tout correspond. Le tournage des Dents de la Mer a commencé en mai 1974 à Martha's Vineyard, soit à quelques heures en ferry de l'endroit où la femme a été retrouvée en juillet, soit 2 mois plus tard. C'est vrai que la ressemblance est troublante, et si c'est elle, c'est assez fou de se dire que l'un des plus gros mystères d'un fait divers américain se trouve dans l'un des films les plus connus jamais réalisés. Aujourd'hui, on connaît enfin son nom, Ruth Mary Terry, identifiée en 2022 grâce à l'ADN. Son meurtrier, lui, court toujours, et on ne sait toujours pas si c'est elle qu'on voit dans le film. Mais si c'est le cas, ce long métrage prend une tournure bien plus dérangeante quand on sait ce qui est arrivé à l'une de ses figurantes. En 1984, John Eric Exum est l'un des très chanceux qu'Hollywood commence à remarquer. Il a 26 ans, possède un physique d'acteur de films d'action, et justement, il vient de décrocher un rôle principal dans une série télé. Et cette série, c'est Cover Up, un thriller où il joue un agent secret. Dans sa vie, tout roule, et tout indique qu'il est destiné à une grande carrière. Sauf que malheureusement, lors d'un jour de tournage qui devait être une routine pour lui, sa vie va littéralement tourner au cauchemar. Le 12 octobre 1984, alors que John attend qu'on installe un nouveau décor, il s'impatiente un peu, l'équipe technique est très en retard et une scène doit être rejouée. À cause de son retard, John sait qu'il va rater son vol pour Las Vegas, où il est censé participer à une émission télé très regardée par les Américains. Bref, tout ce contexte, cumulé avec sa fatigue, va lui faire un move que je saurais pas vous expliquer. Sans trop savoir pourquoi, probablement pour s'amuser, l'acteur prend le revolver qu'il doit utiliser dans la scène, vide toutes les balles à blanc sauf une seule, et joue à la roulette russe. Donc en gros, et on s'excuse par avance, on va devoir censurer parce que YouTube va pas laisser passer sinon, il fait tourner le barillet, porte l'arme et à bout portant. John tombe sur la seule balle à blanc, sauf que même sans un vrai projectile, ce type d'arme expulse une onde de choc très violente, et à bout portant, la pression est suffisante pour tuer son crâne. Des fragments d'os au cerveau, et il est immédiatement transporté à l'hôpital, opéré et mis sous respiration artificielle. Mais malheureusement, les médecins ne peuvent rien faire. Les lésions sont irréversibles. 6 jours plus tard, John est déclaré en mort cérébrale et ses organes seront donnés. L'épisode pour lequel il devait tourner sortira finalement 2 semaines après sa mort et Cover Up continuera simplement sans son personnage. Officiellement, ça restera un accident. Pas un suicide, mais une énorme erreur de jugement. Une manière vraiment tragique de rappeler que les armes utilisées dans les films, même fictives, restent dangereuses. Et qu'en manipulant un pistolet comme si c'était un jouet, les conséquences peuvent être réellement dramatiques. Ce film dure 43 minutes.
Il n'a pas de scénario, pas de dialogue, pas de musique. Tout ce qu'on peut y voir, c'est un homme déguisé en samouraï et une femme attachée à un lit, incapable de parler. Pendant 3/4 d'heure, l'homme va la torturer dans un des films les plus perturbants jamais enregistrés sur une cassette VHS. Guinea Pig 2 est sorti au Japon en 1985. Et vraiment, il est horrible, y a pas à dire. En fait, il l'est tellement que ça semble réel. Et justement, quelques années après la sortie du film, une copie du moyen-métrage atterrit dans les mains d'un certain Charlie Sheen. À la question que vous vous posez actuellement, c'est qui déjà Charlie Sheen ? Je vous réponds que c'est un acteur américain que vous avez certainement déjà vu quelque part. L'homme reçoit la cassette, la visionne, et là c'est le choc. Il est persuadé qu'il s'agit d'un véritable snuff movie. Pour ceux qui ne connaissent pas, un snuff movie ça désigne une vidéo mettant en scène la torture, le meurtre, le suicide ou le viol d'une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des acteurs. Et pour être catégorisé ainsi, il faut aussi qu'il y ait un aspect commercial et que le film soit vendu d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce que l'acteur croit avoir entre les mains. Il décide donc d'alerter la police, une enquête officielle démarre, le FBI se retrouve impliqué, donc ouais, ça va loin. Il faudra finalement des mois pour que le réalisateur Hideshi Inno prouve grâce à un making-of que tout est faux. Et ce qui est assez fou, c'est que le réalisateur, lui, a une histoire similaire à raconter qui, pour le coup, serait réelle. Apparemment, l'idée du film serait venue après qu'il ait lui-même été en possession d'un vrai snuff movie. Alors, est-ce que c'est un coup de marketing ou la vérité ? On ne saura sans doute jamais. Il y a aussi un dernier détail qui rend ce film bien glauque. Apparemment, le tueur en série Tsutomu Miyazaki avait dans sa collection personnelle une copie de Guinea Pig 2. Selon certaines rumeurs, le tueur en série pédophile, nécrophile et cannibale qui a assassiné 4 jeunes filles de 4 à 7 ans se serait servi de ce film pour se motiver à commettre le pire. Que ça soit vrai ou non, ça reste glaçant. Celui-là, je suis certain que vous en avez déjà entendu parler. Cannibal Holocaust, c'est un film italien sorti en 1980 et réalisé par Ruggero Deodato. Il est souvent cité comme l'un des films les plus controversés jamais réalisés. L'histoire suit une équipe de reporters qui disparaît dans la jungle amazonienne et un professeur qui retrouve les pellicules de leurs appareils. En les visionnant, ils découvrent ce qu'ils ont vraiment filmé, des actes d'une violence inouïe, de plus en plus extrême, allant d'actes de torture en passant par du collectif et évidemment du cannibalisme. Le faux documentaire est tourné en caméra à l'épaule et pour l'époque c'est révolutionnaire et ça va tout de suite le rendre particulièrement crédible. Pour rappel, on est bien avant Blair Witch ou REC et donc la mise en scène est pseudo-réaliste, brutale, sans musique et avec une caméra instable retrouvée, ce qui donne l'illusion d'un vrai enregistrement. Mais c'est précisément cette trop grande crédibilité qui va provoquer le choc. Quelques jours à peine après sa sortie, le film est saisi par la justice italienne. Le réalisateur est carrément arrêté, soupçonné d'avoir réalisé un véritable snuff movie, donc un film où la mort n'est pas simulée. Mais ça, on va en reparler plus tard dans l'iceberg. En gros, est tellement réaliste que la justice croit que les acteurs ont réellement été tués à l'écran. Pour se défendre, le réalisateur doit prouver que tout est faux. Il fait donc réapparaître les acteurs qu'il avait contractuellement tenus à l'écart de la presse pendant 1 an pour renforcer l'illusion, comme l'a fait d'ailleurs Blair Witch presque 20 ans plus tard. Il va également présenter en détail les effets spéciaux, et finalement, les charges de meurtre sont abandonnées. Mais si on est dans cette strate de l'iceberg, c'est que ça ne s'arrête pas là. En fait, tout n'était pas simulé. Dans Cannibal Holocaust, plusieurs animaux ont réellement été tués devant la caméra et pour le film. On vous prévient, c'est horrible, mais une tortue a été décapitée et démembrée, un cochon abattu à bout portant, et 2 singes dont les têtes ont été tranchées parce que la première prise était floue. Bref, ces scènes ne sont pas truquées, elles ont contribué à faire interdire le film dans plus de 40 pays. Et encore aujourd'hui, ce dernier reste difficile à classer. Certains y voient une critique du colonialisme et des médias, d'autres un prétexte pour filmer des actes extrêmes et barbares. Et à l'époque, faut bien savoir que tous les téléspectateurs ont été soumis à ces scènes terribles, en pensant que c'était sans doute vrai. Midnight Rider, c'est un film dramatique basé sur la vie du chanteur Gregg Allman. Je ne l'ai personnellement pas vu, et d'ailleurs vous non plus parce que le film n'a jamais vu le jour à cause d'une histoire vraiment tragique. Le tournage est censé démarrer le 24 février 2014. Le truc c'est qu'avant de tourner,
Il faut d'abord se rendre sur les lieux où seront faites les prises pour faire des tests caméra, etc. C'est donc 4 jours avant, le 20 février 2014, qu'une partie de l'équipe de tournage se rend au niveau d'un pont qui passe au-dessus de la rivière Altamada en Géorgie. Le problème, c'est qu'au niveau des autorisations, c'est la galère. Apparemment, la production a demandé 2 fois l'autorisation de venir tourner sur ce pont, et ça s'est à chaque fois terminé par des refus. Sauf que, à part ça, tout est prêt. L'équipe demande donc au producteur exécutif Jay Sedrich si c'est bon, s'ils ont le feu vert, et il leur dit que oui. Une partie de l'équipe dirigée par le réalisateur Randall Miller se rend sur les lieux pour faire le test. On est 4 jours avant le tournage, mais le réalisateur veut gagner du temps. Il décide donc, sur place, de profiter du moment pour tourner une scène. La séquence est censée être une scène de rêve dans laquelle le personnage principal se trouve sur un lit en métal, sur les rails d'une voie de chemin de fer. Ok, ça commence, mais au bout d'un moment, les rails se mettent à trembler. Les membres de l'équipe commencent à paniquer un petit peu, jusqu'au moment où ils voient un train arriver. À ce moment-là, ils ont 1 minute pour réagir, mais ça, ils ne le comprennent pas. Là, on peut très exactement vous dire ce qu'il s'est passé, parce que les caméras continuent de filmer. Certains tentent tranquillement de retirer le matériel des rails, dont le lit en métal par exemple. Le problème, c'est que le train roule à 93 km/h, donc c'est trop tard. Le train arrive et percute violemment Sarah Jones, l'assistante caméra qui meurt sur le coup. Les 8 autres membres de l'équipe sautent, s'échappent comme ils peuvent, et heureusement ils y arrivent, même s'ils sont tous grièvement blessés. Multiples fractures entaillent pour ceux qui sont tombés sur des rochers. Bref, le bilan aurait pu être pire, mais il est quand même lourd. La scène est horrible. Bien sûr, le tournage est annulé et une enquête démarre. Finalement, le réalisateur et le producteur exécutif sont condamnés à 10 ans de prison pour homicide involontaire et intrusion criminelle. Comme quoi, un film n'a même pas besoin d'exister pour être dérangeant. Bon, celui-là, on va y passer très vite. Pour cause, c'est encore un film sur l'unité 731. Vraiment, on insiste encore une fois là-dessus, mais pour écrire cette vidéo, on a lu tout ce qu'a réalisé cette unité, et on pourrait largement en faire une vidéo dédiée, tellement c'est terrible. Bref, sorti en 1988, Man Behind the Sun, c'est un film chinois qui reconstitue ces scènes de manière directe, extrêmement violente et avec très peu de filtres. On est bien avant Philosophy of a Knife, et on y voit, entre autres, une femme attachée dans une chambre froide jusqu'à ce que ses bras gèlent entièrement, ou encore un prisonnier placé dans une chambre à pression jusqu'à l'éclat de ses organes. Voilà le niveau. C'est mis en scène comme un témoignage historique, mais filmé avec une précision vraiment inquiétante. Et parfois, le réalisateur va jusqu'à des choix visuels extrêmes. Une séquence en particulier très controversée montre l'autopsie d'un cadavre réel d'enfant, donné au réalisateur par un hôpital. À cause de ces éléments, le film a été interdit dans plusieurs pays, censuré et accusé encore une fois d'être plus proche de l'exploitation que du devoir de mémoire. En tout cas, pour ceux qui l'ont regardé, on en sort avec la sensation d'avoir vu quelque chose qu'on n'aurait jamais dû voir. Alors là, je vous vois. Vous devez vraiment vous demander ce que ce film fait là. Austin Powers, c'est assez culte. Complètement décalé, ce film a fait rire toute une génération. Je suis assez curieux, dites-moi si vous l'avez déjà vu en commentaire. Le premier est sorti en 1997, et il raconte l'histoire d'un photographe qui mène une double vie, parce que secrètement, il est aussi un agent secret britannique. On le voit donc enchaîner des scènes toujours plus grotesques, histoire de parodier à chaque fois notre bon vieux James Bond, et justement, c'est l'une des scènes du premier film qui nous intéresse ce soir. Au bout d'un moment, Austin se trouve dans une chambre d'hôtel. Un employé rentre dans la chambre, a priori pour lui donner à manger. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à manger sur le plateau, il y a juste une chaussure. L'homme la lance sur Austin et s'ensuit une bagarre absurde à l'image du film. Bon, mais alors, qu'est-ce qui cloche? Lui. Oui, cet acteur qui tient ce second rôle, c'est Jo Soon, un combattant et lutteur professionnel de l'UFC, qui a pris sa retraite avec un bilan un peu triste de 0 victoire et 4 défaites. Ouais bon, jusque-là, rien de bien méchant, mais vous allez voir que l'histoire va très vite devenir moins drôle. On est quelques années après, en 2008, quand Jo Soon se fait arrêter par la police pour vandalisme. Ok, bon, c'est sûr que c'est pas ouf, mais est-ce que c'est tout? Non, vraiment pas. Pendant son arrestation, la police prélève son ADN, comme elle le fait toujours dans ce genre de cas. Le temps passe, jusqu'à ce qu'une correspondance soit faite entre son ADN et une affaire glauque qui date de 1990. Il n'y a maintenant plus aucun doute, Jo Soon a participé au kidnapping et au
collectif d'une femme en 1990, la veille de Noël. Austin Powers est sorti en 1997, donc oui, il avait déjà commis cet horrible acte à ce moment-là. Pendant ses interrogatoires, on peut le voir en train de dire qu'il a été acteur, qu'il a joué dans Austin Powers, et qu'on peut le trouver sur Wikipédia. Tout ça juste avant que les policiers ne lui balancent qu'ils sont sûrs qu'il a participé à cet acte impardonnable. Le contraste entre son crime horrible dans la vraie vie et son rôle comique dans le film est glaçant. En 2010, Stephen Clancy Hill travaille dans l'industrie graphique américaine sous le pseudonyme de Steve Driver. C'est un peu un acteur en bas de l'échelle, très peu connu et qui tourne dans plusieurs productions à faible budget. Et dans sa vie de jeune homme, il était déjà connu pour être particulièrement violent. Il sera même condamné à 18 mois de prison à domicile pour avoir braqué un professeur avec un pistolet, exigeant qu'on lui mette un A pour un test qu'il n'avait pas passé. Bref, pendant cette incarcération, Stephen développera une grosse addiction pour la graphie, et c'est là qu'il décidera donc d'en faire son métier. Et en 2009, il est embauché par Ultima DVD et vit dans les locaux de la société, mais avec le temps, il devient de plus en plus imprévisible. Il refuse de quitter les lieux malgré les mises en demeure, accumule des tensions avec le reste de l'équipe, et son comportement dérive complètement, jusqu'à un fameux jour, le 1er juin 2010, la situation explose. Stephen est officiellement renvoyé du studio, ce qu'il ne tolère, mais alors pas du tout. En réponse, le jeune homme revient dans les locaux, armé d'un katana, un vrai, qu'il utilise contre les membres de l'équipe. L'un d'eux, Herbert Wong, un collègue acteur et technicien, décède de ses blessures, et 2 autres sont grièvement blessés. Stephen prend ensuite la fuite, et la police le recherchera activement dans tout le comté. Ils finiront par le retrouver 4 jours plus tard, retranché sur une falaise en menaçant de sauter la vie avec le même katana. Après plusieurs heures de confrontation, il se verra tirer 2 balles non létales et tentera enfin de sauter de la falaise pour échapper à l'arrestation, et il décédera à la suite de sa chute. Stephen Clancy Hill reste encore aujourd'hui un nom presque jamais cité dans l'histoire du cinéma. Un film sur son histoire sortira en 2019 et retracera le récit de cet acteur taré et frustré qui aura malgré lui fini par avoir une fin terriblement hollywoodienne. The Twilight Zone The Movie, c'est un film qui s'inspire de la cultissime série télé Twilight Zone, ou La 4e dimension en français. Pour ceux qui ne l'ont pas, l'attraction La Tour de la Terreur à Disney s'inspire en partie de cette série. Le film est globalement un succès, mais ce que peu de gens savent, c'est que son tournage a connu un événement plus que dramatique. On vous prévient, on rentre dans le dur de cet iceberg, donc ce qu'on s'apprête à vous raconter est assez choquant. On est en 1982, en Californie. Une des scènes du film implique un personnage joué par Vic Morrow, un acteur connu à l'époque, qui doit sauver 2 enfants vietnamiens de 6 et 7 ans dans un décor de guerre, Mika Dean Lee et René Shin Yi Chen. Le tournage a lieu de nuit, les enfants engagés illégalement et payés au black sont prêts. La scène est censée être spectaculaire. Il y a des explosions, des cris. Vic Morrow doit fuir des soldats américains postés dans un hélicoptère et traverser une rivière tout en portant un enfant dans chaque bras. La scène est tournée dans un ranch en Californie. Il y a énormément d'espace, donc c'est vraiment parfait pour ce genre de scène. Tout est prêt, l'hélicoptère est en place, en vol stationnaire à 7,6 mètres de hauteur, prêt à démarrer dès que le réalisateur donne le go. Vic, lui, est dans la rivière, il a de l'eau jusqu'aux genoux et porte les 2 enfants. Et là, une explosion. Cette explosion, elle est prévue, mais elle est censée arriver bien plus tard, quand l'hélicoptère n'est plus là. Malheureusement, l'engin est trop proche de l'explosion. Le pilote perd le contrôle, commence à tournoyer et finit par s'écraser dans la rivière, pile poil à l'endroit où se trouvent les 3 acteurs. En voyant ça, Vic Morrow lâche la jeune fille de 7 ans dans l'eau, mais garde le garçon de 6 ans. L'hélicoptère arrive à toute vitesse et décapite Vic Morrow ainsi que Mika Dean Lee, l'enfant de 6 ans. René Shin Yi Chen est dans l'eau quand ça arrive, mais l'engin est beaucoup trop gros et elle se fait écraser par le patin d'atterrissage droit de l'hélicoptère. Cet accident provoquera donc 3 morts, ainsi que plusieurs blessés, notamment les occupants de l'hélicoptère. Un procès aura lieu, l'un des plus médiatisés de l'époque. Tout le monde sera finalement acquitté et les familles des 2 enfants indemnisées de beaucoup d'argent, même si ça ne réparera jamais ce qui s'est passé ce soir-là en Californie.
Tumbling Doll of Flesh, c'est un film japonais underground sorti en 1998 et vraiment très choquant. Il est très difficile à trouver et circule principalement sous forme de copies privées, partagées sur des forums obscurs ou des groupes Telegram fermés. Et pourtant, ceux qui disent l'avoir vu sont tous d'accord sur un point. C'est l'un des films les plus dérangeants jamais réalisés. Le contenu est difficile à décrire. Pas à cause de l'histoire qui est plutôt simple, mais plutôt à cause du message, s'il y en a vraiment un. Comme je vous l'ai dit, le scénario est plutôt simple. Kana, une actrice graphique, est recrutée par une production amatrice dirigée par 2 hommes. La première partie met en scène Kana et un autre acteur dans ce qui semble être un film pour adultes plutôt classique. Mais là où ça devient beaucoup plus sombre, c'est quand l'actrice se voit imposer un jeu BDSM absolument pas consenti. On entre alors dans une production beaucoup plus extrême où la jeune femme se fait littéralement buter. C'est terrible. Au bout d'un moment, elle réussit presque à quitter la maison en disant qu'elle ne souhaite pas être payée, mais elle sera assommée avec une batte pour rester dans le film. Et là vraiment, on va pas vous décrire tout ce qui se passe. Nous-mêmes, on a essayé d'en savoir le moins possible, mais le film va en gros prendre une tournure 100 fois plus extrême. Kana sera tirée, pilée, ses membres coupés, et tout est montré sans aucune censure. Peu à peu, on comprend que la production du film réalise en fait un snuff movie. C'est véritablement insoutenable à voir, et son calvaire continuera même après son décès. Bref, énormément de gens, en voyant ces images, se sont demandé s'il ne s'agissait pas d'un véritable snuff movie. Mais non, ça reste bien de la fiction. En tout cas, c'est bel et bien l'un des films les plus perturbants à avoir vu le jour. 1 an plus tard, l'actrice principale sautera la vie en se jetant sous un train, sans qu'on en connaisse la véritable raison même s'il y a des théories, et le réalisateur disparaîtra dans la nature sans qu'on ait presque plus de nouvelles de lui. Il aurait continué dans la photographie extrême et dans des films du même genre, et il serait aujourd'hui en prison, mais ça reste des rumeurs. Bon, on a encore affaire à un film de dégénérés, ciblé pour des dégénérés, et qui devrait, sincèrement, disparaître d'Internet. Jusque-là, on vous a toujours présenté des faux snuff movies. Alors oui, certains flirtent dangereusement avec la réalité, comme on vient de vous montrer avec Tumbling Doll of Flesh, mais qu'en est-il de vrais snuff movies? On vous spoil, la réponse est oui. On va continuer de vous en parler dans la suite de cette vidéo, mais avant, laissez-moi vous parler de Gator Bait 10. Ce film, c'est un snuff movie. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on n'est pas tout à fait sûr qu'il existe vraiment. Je vous explique. La première personne à avoir parlé de ce film, c'est Kenneth McKenna. Une horrible personne. Et donc c'est en 1993 qu'est publié dans le magazine australien Fatal Vision une discussion entre 2 criminels en prison. Kenneth parle de plein de choses, et en particulier d'une période de sa vie pendant laquelle il faisait du trafic de snuff movie. C'est là qu'il évoque pour la première fois le nom de plusieurs films qui, selon lui, en sont des vrais. Il commence par un film qui s'appelle Snake Fist, dont il ne parle pas trop, puis Gator Bait 10. Traduit littéralement par 10 appâts pour alligator, le film montrerait 10 jeunes filles se faire déchiqueter par de vrais alligators affamés. C'est horrible. Bon, jusque-là, il n'y a qu'une seule personne qui en parle, quelqu'un de pas très fiable en plus, donc si ça se trouve, c'est complètement faux. On espère, hein. Le problème, c'est que le magazine publie une 2e discussion dans laquelle Betsy Blood, une prostituée, parle encore une fois de ces 2 films. Apparemment, elle aurait réussi à acheter un lot de plusieurs snuff movies en 1989, dont les fameux films Snake Fist et Gator Bait 10. Bon, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ces discussions ont été faites avec Gerald Schaeffer, lui-même tueur en série condamné pour 2 meurtres et soupçonné d'en avoir commis 34 autres. Donc bon, faut mettre des grosses pincettes à toutes ces informations qui n'ont jamais été confirmées par qui que ce soit. Mais rien que le fait de se demander « et si c'était vrai ?», ça fait froid dans le dos. Sorti en 1978, Face of Death, c'est un film qui se présente comme un documentaire sur la mort. Le ton est clinique, presque scientifique. Le narrateur explique que le film explore les différentes façons dont les êtres humains peuvent mourir. Mais derrière cette façade, on a un assemblage de vidéos réelles, de reconstitutions et de mise en scène qui plonge rapidement dans une horreur absolue. Le film montre tout. Des accidents de voiture, des exécutions, des rituels, des attaques d'animaux, des interventions chirurgicales. Et surtout, il ne prévient jamais de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et c'est en fait ce flou volontaire qui en fait un objet culte autant qu'un traumatisme visuel. Bon, une fois qu'on a dit ça, beaucoup de scènes sont en réalité truquées. Une autopsie a été tournée avec un faux cadavre,
un homme électrocuté et recréé avec des effets spéciaux, des sacrifices d'animaux simulés, etc. Mais le film les mélange avec des images bien réelles, souvent extraites de journaux télévisés ou d'archives médicales. Et c'est même plus de 60% du film qui est réel en fait. Et le résultat, c'est que même les spectateurs avertis ne savent plus vraiment ce qu'ils regardent. Ce film va être interdit et censuré dans 46 pays pendant des années, même si j'ai vu qu'il serait dispo dans d'autres pays sur Amazon Prime, genre trop chelou. Au moment où il est sorti, Face of Death est devenu un peu un mythe circulant en VHS, copié et recopié, souvent vu par des spectateurs très jeunes, absolument pas préparés à ce qu'ils allaient encaisser. À l'époque, c'était presque comme un rite de passage ultra malsain, et après on dit que c'était mieux avant. Pas toujours sûr. Traces of Death, c'est une compilation d'images d'archives réelles. Encore une fois, il n'y a pas de scénario, pas de script, rien. Juste un narrateur et des vidéos. Parce que oui, le film montre uniquement une série de vidéos dans laquelle il y a un dénominateur commun, la mort. Cette fois, ce n'est pas comme Faces of the Death dont on vient de vous parler juste avant. Là, toutes les images sont réelles. Encore une fois, vraiment, pour les plus curieux d'entre vous, n'essayez pas d'aller voir ce film. Le métrage n'a aucun sens logique. On dirait vraiment que Damon Fox, le gars derrière tout ça, a juste voulu se faire un kiff en regroupant plein de vidéos glauques. Parce que oui, quand on vous dit qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout. On peut voir des cadavres dans une morgue, une exécution en direct, un homme qui s'est fait électrocuter sur une ligne à haute tension, des victimes de la guerre, des accidents de la route mortels, des suicides, des autopsies, bref. La liste est longue. D'ailleurs, dans le film, il y a des vidéos d'événements connus, comme par exemple le suicide en direct de Bud Dwyer à la télévision, dont on vous avait parlé dans l'iceberg des pires scandales de la télé. Bien entendu, c'est logique, mais je précise quand même, le film original n'est absolument pas flouté. Rien n'est censuré. On voit tout. Vraiment. Et ce qui est assez fou, c'est que le film rencontre un public, parce que Traces of Death a eu des suites. 5 volumes au total, distribués en VHS dans les années 90, puis piratés sur Internet pendant des années et des années. C'est pas un film, pas un court-métrage, pas une fiction non plus. Three Guys, One Hammer, donc 3 gars, un marteau, c'est la vidéo la plus choquante que j'ai jamais vue. Et pourtant, j'ai uniquement vu un extrait de 5 secondes sans faire exprès, il y a des années de ça, en faisant des recherches pour une vidéo qui n'a rien à voir et qui n'est jamais sortie. Bon, on coupe la musique, petit moment, prévention. On vous le répète, n'allez jamais voir ce dont on vous parle dans cette vidéo. Nous-mêmes, on ne le fait pas, ou alors le strict minimum lorsque c'est nécessaire, et encore on est bien préparé. On trouve que les histoires derrière ces films sont très intéressantes, mais on n'a vraiment pas besoin de les voir pour les comprendre. Donc les amis, préservez vos yeux et votre mémoire, et vous infligez jamais ça, s'il vous plaît. L'histoire, elle suffit amplement. Bref, cette vidéo dure 7 minutes, elle a été capturée en Ukraine en 2007, montrant l'assassinat d'un homme avec une violence extrême. Tout est réel, pas monté et tourné par ses agresseurs eux-mêmes. Mais avant d'en parler, un peu de contexte. Les deux auteurs sont Viktor Sayenko et Igor Soproniuk, 2 jeunes serial killers ukrainiens. Entre juin et juillet 2007, ils vont froidement et très violemment tuer au moins 21 personnes sans mobile clair. Des promeneurs, des cyclistes, des retraités, même un enfant. Les meurtres sont complètement aléatoires, très brutaux et souvent commis à l'arme blanche ou avec des outils trouvés sur place. Et ils filment plusieurs scènes pour garder des souvenirs, comme ils le diront plus tard lors de leur procès. Mais alors, c'est quoi le rapport avec le monde des films? On y viendra. La vidéo la plus connue donc, surnommée Three Guys, One Hammer, montre l'assassinat d'un homme de 48 ans, Sergei Yatsenko, un ancien ouvrier agricole atteint d'un cancer. Bon, je vais vous faire une description extrêmement brève, parce que j'ai même pas envie d'en parler très longtemps en vrai. Dans la vidéo, on voit l'homme allongé sur le sol, les mains tremblantes. Il est frappé au crâne à plusieurs reprises avec un marteau enveloppé dans un sac plastique, puis il se rappe avec un tournevis pendant de longues minutes. Les meurtriers rient, commentent et plaisantent même. La vidéo circule d'abord sur des forums russes, puis sur des deep forums. Elle devient virale sous le nom de Three Guys, One Hammer, piégeant souvent des internautes qui cliquent dessus sans savoir ce qu'ils s'apprêtent à voir. Bref, heureusement, ces connards seront arrêtés et le procès aura lieu en 2008. Les 2 tueurs sont condamnés à la prison à perpétuité et le 3e complice, Alexander Hanza, qui n'a pas directement participé au meurtre, est condamné lui à 9 ans de prison. Depuis, la vidéo est régulièrement supprimée, mais revient sans cesse, partagée sur des sites très sombres en ligne.
Mais alors, c'est quoi le rapport avec les films? Je vous disais. Ben c'est là que c'est le plus choquant en fait. Vous êtes pas prêts. L'une des copines des meurtriers et même un ancien camarade de classe vont tout simplement dire qu'un riche étranger aurait commandé 40 vidéos de meurtre aux deux jeunes. Il leur aurait demandé de réaliser ces snuff movies pour une énorme somme d'argent afin de les commercialiser et d'en réaliser un véritable film. Cette version des faits sera finalement rejetée, mais on ne saura jamais si c'était vrai ou pas. Enfin voilà, si c'est le cas, c'est certainement le même type de personnes sur lesquelles il y a de nombreuses rumeurs, des gens qui s'occupent de véritables Red Room. Ce film, c'est certainement l'un des plus horribles qui ait jamais existé. Et je pèse mes mots. Daisy's Destruction, c'est un vrai snuff movie. Il coche toutes les cases de ce terme, et croyez-moi, c'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous jure, c'est vraiment pas facile d'en parler tellement c'est horrible. Le film montre Peter Scully, accompagné de plusieurs de ses petites amies, toutes d'origine philippine. Avec 3 enfants, Lisa 12 ans, Cindy 11 ans, et un bébé de 18 mois, Daisy. On ne peut clairement pas vous dire en détail ce qu'ils font dans le film, tellement c'est ignoble. Globalement, Peter Scully et ses complices volent et tuent les 3 enfants pendant des heures, devant la caméra. Ok, pour vous expliquer brièvement comment on en est arrivé là, Peter Scully, c'est un Australien qui a abandonné sa femme et ses enfants du jour au lendemain pour partir vivre aux Philippines. Là-bas, il met en place un réseau de lits énorme à l'aide de plusieurs femmes locales de 19 ans. C'est là qu'il commence son plan macabre. Produire des vidéos en fonction des demandes pour ensuite les vendre au plus offrant ou les diffuser sur le dark web. C'est alors qu'en 2012, il arrive à convaincre des parents de récupérer leur bébé de 18 mois. Il leur promet qu'il va lui offrir une meilleure vie et qu'il lui fournira l'accès aux études quand elle sera plus grande. Ce bébé, Daisy, n'en aura malheureusement jamais l'occasion. C'est donc la même année que Peter et ses complices tournent le film le plus horrible qu'il puisse exister. Les 3 enfants ne survivront pas, alors que la vidéo, elle, est vendue à $10 000 à plusieurs de ses clients. Parmi eux, l'un des plus grands fournisseurs de pornographie juvénile, Matthew David Graham. Bon, jusque-là, le film se transmet de main à main, jusqu'au jour où quelqu'un diffuse un extrait de 10 minutes sur le réseau social 4chan. L'extrait aurait été hébergé sur Mediafire et téléchargé des milliers de fois, jusqu'à la suppression du lien par le site d'hébergement. 4 ans plus tard, après avoir torturé 2 adolescents et après les avoir forcés à creuser leur propre tombe, une de ses complices le dénonce. En fait, elle aurait apparemment été prise de remords en voyant les 2 jeunes attachés avec un collier de chien autour du cou. Peter est enfin arrêté et condamné à la prison à vie pour tout ce qu'il a fait sur ses 5 enfants et pour trafic d'êtres humains. Pas mal d'autres personnes vont tomber avec lui d'ailleurs. Tous l'ont aidé de près ou de loin dans la diffusion de sa vidéo et dans le développement de son réseau. Parmi eux, un de ses clients qui a acheté la vidéo, ouais, le gars dont on vous a parlé tout à l'heure, et tout un tas de personnes un peu random, dont par exemple un médecin brésilien. Bref, je vous avais prévenu, cette histoire est horrible, certainement la pire qu'on ait jamais racontée dans un iceberg. Bon les amis, cette conclusion n'est absolument pas scriptée, on ressort à jour du tournage et autant vous dire que ça n'a pas été très facile. Je pense sincèrement, comme on vous l'a dit en introduction, que c'est la vidéo la plus extrême qu'on ait jamais scriptée et les recherches étaient vraiment absolument dérangeantes, dégueulasses, bref, il n'y a pas de mots. Aussi, on est vraiment désolé, mais il y a plein d'informations qu'on ne peut simplement pas dire, ou alors qu'on doit biper parce que sinon YouTube va complètement nous striker, et vu le temps que ça prend de faire une vidéo comme ça, c'est clairement pas envisageable pour nous. En tout cas, on tenait sincèrement à vous remercier avec Joe, parce qu'on voit bien que les icebergs sur lesquels on se concentre principalement sur la chaîne maintenant, bah ça a beaucoup de succès, ça vous plaît énormément, et même si ça demande beaucoup de travail, bah franchement c'est ultra gratifiant de voir vos retours. Donc merci pour ces derniers, merci pour votre engagement, vous êtes géniaux. Bref, maintenant que vous venez de sortir d'1 heure de faits absolument terribles, n'hésitez pas à prendre l'air, à voir du soleil, à regarder des films good vibes. En tout cas, nous, on vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Joe derrière la caméra et Kratos, et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Et c'est une fin de tournage.